Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Marie-Odile avec vous pour une émission de sciences physiques, mais pas toute seule, je vous rassure. Je suis avec Julien. Bonjour, Voilà, bonjour Julien, bonjour, on bonjour est ensemble Marie-Odile. depuis 3 jours, donc c'est bon. On enregistre le 19 janvier pour une émission qui sera diffusée début avril. 12, Ah, le 12 si je me avril. rappelle bien, oui. D'accord, super. Enfin, si je ne me trompe pas dans la mise en ligne, hein, parce que ça peut arriver parfois que je fasse des pataugeages. Mais bon, on a dit qu'il n'y avait aucune faute dans tout ça, juste quelques petits errements qui ne sont à peine que des erreurs. Donc, ça va aller. Comment tu te sens, Julien? Bien. Ouais. Bien. Donc là, aujourd'hui, je vais te laisser le manche, là, la souris. Et donc, aujourd'hui, on va parler de la vie, de la mort et De la postérité d'une étoile. d'une étoile. Et donc de nous-mêmes, puisque Exactement. nous sommes des étoiles, c'est bien connu. Nous sommes issus, notre matière est issue des étoiles. Ok. Donc après avoir regardé la matière, après avoir regardé la mécanique quantique, ces phénomènes quantiques, nous voilà en train de regarder C'est un phénomène astrophysique. dans le ciel. Ça te Mhm. connaît l'astrophysique? Oui, c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse. Et là, on ne va pas faire appel aujourd'hui à trop de notions de mécanique quantique. On va faire appel aux notions de la structure de la matière et à la Qu'on avait vu dans relativité les premières restreinte émissions. et générale. Voilà, qu'on a vu dans les autres émissions. Oui. Bon, Donc on fait appel quand même aux émissions précédentes, mais pas trop de mécanique quantique aujourd'hui. d'accord. Pas trop de phénomènes quantiques. On pourrait, il y en a forcément, mais on peut en faire l'économie quand on présente ça. Ok. Donc une étoile, on est bien d'accord, c'est ce qu'on voit dans le ciel. Hein, c'est ce qu'on voit dans le ciel quand on regarde le Oui, et ciel la certaines nuit. étoiles sont invisibles Ah oui, aussi. d'accord. Enfin, en tout cas, sont difficiles à voir. On va détailler un petit peu toutes ces choses-là. Ok. Petit rappel sur la structure de noyau qu'on a vu dans l'émission numéro 2. Donc les atomes. Oui. Un atome est constitué d'électrons qui, dans l'image classique, orbitent autour d'un noyau. Voilà. Les électrons sont négatifs et le noyau porte une charge positive qui compense la charge des électrons. Il y a des électrons et un noyau. C'est ça, un noyau, des électrons, et le noyau composé de protons et de neutrons. C'est ça. Protons Une qui ont soupe, une ça fait une charge... soupe. Tu parles de soupe des fois. Alors, soupe, ce sera plutôt le plasma de quark et de gluons. Hop, hop, Mais hop. Je me suis embarquée dans quelque chose qui complique les choses. c'est un assemblage, après savoir Un potage. représenter ce qu'il y a à l'échelle nucléaire. Donc là, on est sur des échelles de 10 puissance moins 15 mètres. C'est un petit peu difficile à se représenter. De comparer ça avec notre potage du soir. Oui. Ouais, d'accord. J'ai comparé ça à de la gelée avec des pépins. Ah, c'est ça, de la gelée de kiwi. Du modèle de Rutherford, ah, qui passait à un modèle où les électrons sont en dehors, orbitent autour d'un noyau positif. C'est le modèle planétaire qu'on a vu en mécanique quantique. On a donc Z protons qui ont chacun une charge plus qui est l'opposé de la charge moins de l'électron. Oui. Ce qui n'en fait pas l'antiparticule de l'électron. L'électron est une particule qui est le positron. Oui, on a vu ça, le positron. C'est une question que tu avais posée. Le proton, elle a une charge égale au positron, mais n'est pas du tout de même nature. C'est ça, c'est ça. Et Z, le nombre d'électrons aussi bien que le nombre de protons, c'est la nature de l'atome. Par exemple, l'oxygène contient 8 protons, le carbone en contient 6, etc. L'uranium en contient 92. Et donc, c'est un nombre équivalent d'électrons autour. Oui, parce que l'atome est électriquement neutre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pour qu'ils deviennent... Non, je dis rien. Allez, non, on y va. Parce que c'est les ions après. Oui. Hein, c'est ça. Mais quand même, j'ai retenu un peu. Je suis contente. Je suis trop fière de moi. Un ion, c'est un atome qui a perdu ou gagné des électrons. Ouais, donc, il n'est plus électriquement neutre. Ouais, c'est ça. On a les cations qui sont positifs parce qu'ils ont perdu des électrons et les anions qui sont négatifs parce qu'ils ont plus d'électrons qu'au départ. Plus d'électrons que de protons. Ah bah oui, mais c'est quand même important de le rappeler après tout. Oui. Hein, petite notion de révision. Ouais, puis ça nous met dans le bain. Tu vois, au début de l'émission, comme ça permet. Ah ouais, ça y est, je suis dans l'émission avec Julien, là, il faut que je reprenne mes bases. Allez, c'est parti. Et le noyau contient, en plus de ces Z protons, N neutrons, qui sont des cousins des protons. Ils ont à peu près la même structure interne, qui est un peu différente et qui fait qu'ils ont une charge, quant à eux, nulle. Oui. Un neutron, d'où leur nom, neutrons sont neutres électriquement. Ouais. Et Mais ils ont quand même un rôle. C'est pas parce qu'ils sont neutrons. La neutralité n'est pas une absence de rôle. Non. C'est neutralité électrique. Neutralité électrique. Ouais, c'est pas pareil qu'un pays neutre, par exemple, qui veut pas rentrer dans la bagarre. Non, mais qui peut agir pour la paix néanmoins. Oui. Ou pas. Le neutron participe à la stabilité du noyau. On ne pourrait pas avoir un noyau composé que de protons. Ah oui, c'est ça. Il y aurait probablement une bagarre entre l'électron. Il y aurait une instabilité qui ferait que le noyau n'existerait pas, ne serait pas stable. C'est intéressant, hein, de voir qu'il y a besoin de ce tiers
pour que la stabilité ait lieu. neutre, Moi, j'aime ouais. bien, c'est la présence du je pour moi, bien sûr, hein, Oui. qui fait la stabilité entre la nature divine et la manifestation humaine. Mais bon, ça, c'est toute interprétation totalement libre de Marie-Odile Très Samson. inspiré de la physique. Mais moi, j'essaye de voir le modèle que j'ai du monde dans tous les endroits où je peux l'observer, parce que ça donne du crédit à ma vision des choses. Oui. Mais ça n'appartient qu'à moi. Je ne veux convaincre personne, Julien. Très bien. Surtout pas toi. Et le ratio nombre de neutrons sur nombre de protons qui permet la stabilité, c'est ce qu'on appelle la vallée de la stabilité. La vallée. Vous pourrez, on l'a pas vu, je pense pas qu'on le verra tel quel, mais vous pouvez regarder sur Internet, vallée de stabilité des noyaux atomiques. Vous allez voir que pour un nombre de protons donné, le nombre de neutrons doit être un petit peu plus, un petit peu moins, mais en général à peu près égaux. Le nombre de neutrons va différencier ce qu'on appelle les isotopes. Exemple, le carbone 12, le carbone classique, et le carbone 14 est un isotope qui a 14, on dit nucléons, donc 14 protons et neutrons ensemble. Oui. Le carbone a 6 protons, le carbone 12 a donc 6 neutrons, et le carbone 14 en a 8. Il en a plus. Et ce qui le rend radioactif, et ce qui fait que on peut avoir des applications qui sont détaillées dans l'émission sur le carbone. Eh bien oui, notamment la datation. Numéro 6, exactement. Datation au radiocarbone. Dit radiocarbone, oui. Et on a le nombre de masse, qu'on appelle A, qui est la somme de Z plus N, c'est-à-dire le nombre de neutrons plus le nombre de protons. Et c'est ce qu'on appelle le nombre de nucléons. Nucléons, ce sont les composants du noyau. C'est ça, donc l'assemblage de protons et de neutrons. Ouais. Je ne sais pas si le mot assemblage est bien. Mais... Un neutron ou un proton est un nucléon. D'accord. Et le noyau est un assemblage de nucléons. D'accord. Absolument. Ok. D'accord. C'est un petit préambule parce que c'est vraiment, ça va être fondamental dans la connaissance de l'étoile. Le défaut de masse, ça c'est une notion aussi très importante. Il faut savoir qu'un noyau est toujours plus léger que ses constituants pris seuls. Alors attends, c'est-à-dire que tu ajoutes les composants du noyau et tu as une masse. Tu les prends séparément, tu en fais un noyau, le noyau est plus léger. Oh, ça c'est drôle. Ça veut dire que le fait de les assembler lui fait perdre de la masse. Oui. Ça, il y a un défaut de masse. Voilà, c'est ce qui est présenté par la balance. Donc la masse des nucléons pris séparément, Z fois la masse du proton plus N fois la masse du neutron, c'est supérieur à la masse du noyau. Julien, pourquoi c'est si difficile? Ok, alors pardon. Le noyau est plus léger que ses constituants. Ouais, alors c'est ça. Alors qu'on dit, justement, avec les êtres humains, c'est à peu près la différence. On dit que l'addition, la somme de la puissance d'une assemblée est supérieure à la somme des êtres humains. Oui, alors pour prendre une image humaine, on peut dire que quand on emménage à deux dans un appartement, eh ben, on n'a pas besoin de deux canapés. Ah, mais c'est ça. On est moins... Mais tu vois que ça peut être simple, Julien. Ça peut être simple. Pour faire une analogie. Ben oui. On se sépare de certaines choses qui ne sont pas utiles. Oui, c'est vrai. On met en commun. Pas besoin des 2 sets d'acier Ikea presque identiques. Ah oui, c'est ça, c'est vrai ça. De canapé, de lit, etc. Donc on peut se séparer d'un certain nombre d'éléments. Et bien donc, effectivement, notre matériel est moins lourd que si on est chacun chez soi et qu'on additionne. Voilà, bah, tu vois que c'est simple. Super, j'aime beaucoup tes expériences personnelles. Et donc il y a toujours, sauf pour l'hydrogène qui est juste un noyau composé d'un proton, pour l'hydrogène 1, on va voir qu'il y a des isotopes d'hydrogène également. Sinon, ce défaut de masse, il est toujours positif, il est toujours présent. Un noyau est toujours plus léger que ses constituants pris séparément, que ses neutrons et ses protons pris séparément. Toujours, on va voir que c'est extrêmement important dans la vie de l'étoile. Ok, je veux bien te croire, parce que pour que tu en parles comme ça veut dire que ça compte. Oui, et ce défaut de masse, grâce à l'équation de la relativité restreinte, que nous avons vue, MC2, pour l'instant on oublie le gamma parce qu'il n'y a pas de mouvement, E égale MC2, nous amène à faire la correspondance entre le défaut de masse et l'énergie de liaison. C'est-à-dire que ce défaut de masse est en fait, au niveau du noyau, une énergie de liaison nucléaire. En français, c'est l'énergie qu'il va falloir redonner au noyau pour le casser. Ah, d'accord. Parce qu'il est stable, on va vouloir le casser. Oui, il est stable parce qu'il est plus léger que ses constituants. Ah, la tendance naturelle de la nature, c'est d'aller vers un minimum d'énergie et un maximum d'entropie, maximum de désordre. Alors, entropie, vas-y. Avec un E. ENT. Entropie qui est une mesure du désordre. Pas ANTHR. Non. C'est l'entropie au sens thermodynamique. C'est-à-dire la capacité d'un organisme à se dégrader, à se désordonner. C'est une mesure du désordre. Ouais, c'est ça. Et la capacité de l'organisme à se désordonner, c'est la tendance naturelle de la nature d'aller vers une entropie croissante, vers plus de désordre. C'est ça.
et vers un minimum d'énergie. On en reparlera, je pense, au moment de l'émission sur la thermodynamique. Oui. Et donc, retenez que pour casser un noyau, il faut lui donner de l'énergie. Ouais. Il y a une stabilité, une fois que les protons et les neutrons sont ensemble, ils rendent une partie de leur masse et de leur énergie, c'est-à-dire qu'ils sont plus bas en énergie, ils sont plus stables que s'ils sont séparés. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison nucléaire. Ok, d'accord. Et on se rend bien compte que plus le noyau est gros, plus on va pouvoir, si on emménage à 2, à 3, à 4, chacun va amener des affaires, on va pouvoir se débarrasser de beaucoup de choses. Donc plus un noyau est gros, plus il a un défaut de masse, plus il a une énergie de liaison nucléaire importante. Mais c'est aussi dû à sa masse. Oui. Donc pour pouvoir comparer des noyaux de tailles différentes, on va faire le ratio de cette énergie, on va le ramener au nombre de nucléons. On va faire le défaut de masse, l'énergie de liaison par nucléon. C'est-à-dire qu'on va prendre l'énergie de liaison totale du noyau et on va le diviser par le nombre de nucléons. Une sorte de quotient familial. Vous prenez le revenu. Très joli. Et vous divisez par le nombre de personnes. Bah oui. Parce qu'on dit, si un foyer gagne 100 000 euros et l'autre gagne 50 000, lequel est le plus riche? Mais ça dépend du S'ils nombre sont de 2 personnes. à 50 000 et s'ils ont 8 enfants, non, voilà. C'est ça. Ouais. Pour pouvoir comparer, on fait un quotient familial. C'est ça. On fait le ratio. Là, même... oh bah, bravo. Alors là, bravo pour tes exemples. Hein. Parce que bon, je n'avais pas compris le début, mais là, maintenant, j'ai compris. Okay. Enfin, pour 5 minutes, j'ai compris. On compare l'énergie de liaison nucléaire ramenée nucléon par nucléon. C'est ça. Et ça va nous donner la stabilité de l'atome. Oui. Les atomes sont plus... Les noyaux, là on s'intéresse aux noyaux, on va pour l'instant oublier les électrons, les noyaux sont plus ou moins stables. Et un physicien du nom d'Aston a eu l'idée de représenter cette courbe, défaut de masse ou énergie de liaison par nucléon. D'accord. En fonction du nombre de nucléons. D'accord. Et on voit que la courbe a une forme caractéristique. Tout en bas à gauche, on a les éléments légers, l'hydrogène, l'hélium, le lithium. Et après, on a sur l'axe des ordonnées. Le carbone, l'oxygène. On les voit, ils sont repérés par leur nom. Quand on part de gauche à droite, on a à gauche le nombre de nucléons faits, donc les noyaux très légers. Et à droite, on a tout au bout, vous voyez, l'uranium, les noyaux les plus lourds. Et pour chaque noyau, y compris, vous voyez, uranium, il y a les deux isotopes, le 235 et le 238. Pour chaque noyau, on va regarder le défaut de masse par nucléon, qui va nous dire, ce noyau, il est plus stable que l'autre. D'accord. Et oui, d'accord. Et on se rend compte que l'élément le plus stable de tous les éléments, c'est le fer. C'est celui qui est au sommet de la courbe. Voilà, c'est celui que tu as mis en rouge. Une fois qu'ils sont ensemble, que les nucléons se mettent ensemble, c'est eux qui rendent le plus d'énergie à l'extérieur, donc qui ont le plus diminué leur énergie, donc qui sont le plus stables, ramenés au nucléon. Donc il n'y a pas plus stable que le fer. Ça, c'est drôle alors. Donc ça, c'est un élément hyper... qui est une référence. Fondamental, oui. Et on va voir que la vie des étoiles traduit absolument cette courbe-là. D'accord, d'accord. Les transformations, malheureusement, ce que l'être humain en a fait, les éléments légers comme l'hydrogène, l'hélium vont pouvoir fusionner pour aller vers des éléments plus lourds. Et les éléments lourds comme l'uranium et le plutonium vont pouvoir fissionner pour aller vers des éléments plus légers, toujours vers le fer. C'est ça la différence entre la fission nucléaire et la fusion nucléaire. Ah, là, tu m'éclaires, parce que je ne savais pas différencier le sens de ces deux termes. Fission, on coupe. Fission, on coupe, bien sûr, et fusion, on fusionne. Mais je pensais que je ne comprenais pas à quel moment on faisait l'un ou l'autre. Bon, tu me diras, j'ai encore pas compris tout à fait tout de suite, mais tu vas nous expliquer ça. C'est juste les gros atomes ont tendance à vouloir se casser pour ressembler au fer, et les atomes légers ont tendance... Alors, ils ne font pas ça spontanément. L'hydrogène, on cherche à faire la fusion nucléaire sur Terre, pour produire leur énergie, on n'y est pas du tout. Il faut qu'il y ait une intention. Il faut qu'il y ait une intention humaine. On va voir quelle est l'étincelle qui permet à une étoile de rentrer dans ces processus. Et une étoile, tout au long de sa vie, va partir tout en bas à gauche et va remonter jusqu'au fer. D'accord. Elle va partir de l'hydrogène pour aller vers le fer. Exactement. Là, la courbe, elle permet de comprendre. Absolument. Cette courbe d'Aston, elle est vraiment très... Elle illustre très bien cette vie d'une étoile. Ok. Et la fission, on prend un noyau lourd, à tendance, soit on le bombarde radioactivité artificielle, soit il a une radioactivité naturelle, il va se couper en deux. De lui-même. Tout à coup, l'idée va lui venir là de ce... L'idée, oui, les processus nucléaires font que... Ah bon, d'accord. Donc l'uranium est... dans sa nature de vivre de cette manière. On dit que l'uranium est radioactif, c'est-à-dire qu'il subit des transformations. C'est-à-dire que naturellement, il est radioactif. Après, l'homme utilise le minéral en question pour extraire cette radioactivité. Oui, alors radioactif, c'est-à-dire qu'il émet naturellement des particules, et nous, on va utiliser, ça veut dire qu'il est instable, et nous, on utilise cette propriété dans une centrale, on le bombarde de neutrons
on envoie un neutron sur un atome d'uranium, il va se casser. Ouais. Donc il va faire sa fission. Sa fission. Et comme il va aller vers un élément plus vers le fer, il va aller vers des éléments plus stables, donc il va nous donner la différence d'énergie. Ah ben voilà, d'accord. Sous forme de chaleur. D'accord. Qui va rentrer après dans une turbine à eau, on va faire de la vapeur et on va produire de l'électricité à partir de ça. Et ça, c'est le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Ouais. Tu serais capable d'en faire une, toi? Non. Le principe est simple, la réalisation technologique est très compliquée. Il y a beaucoup de problèmes sur l'EPR notamment. Ouais. Beaucoup de problèmes technologiques. Ah oui, puisque... Et le principe est... Beaucoup de ces établissements sont en maintenance actuellement. Alors l'EPR, c'est une future centrale qui n'est pas encore... c'est pas ici. Et puis après, il y a les centrales plus anciennes, qui, pour les plus vieilles, ont 40 ou 50 ans, qui effectivement sont en maintenance ou ont été mises à la retraite. Mais peut-être pas que pour des raisons technologiques, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. On n'est pas dans le secret des dirigeants, nous. Hein. En tout cas, on voit les conséquences que ça a pour nous aujourd'hui. Avec des écoles qui ferment parce qu'il n'y a plus d'électricité. Là, Julien, tu es en train de faire ton rebelle, attention. Hein. Ah, j'énonce juste le fait que la France importe de l'énergie allemande qui est produite en brûlant du charbon. Et oui, c'est ça. Au lieu de produire son électricité avec le nucléaire, comme elle avait prévu de le faire. Comme c'était fait il y a encore quelques années. Mais retenez, fusion, les éléments légers vont s'agglutiner pour aller vers le fer, c'est la vie d'une étoile. Fission, artificiellement dans une centrale, on casse des noyaux pour qu'ils aillent vers le fer également et qui nous donne la différence d'énergie. On peut dire que le fer, c'est notre point de référence, finalement. C'est l'élément le plus stable. C'est l'élément vers lequel... Intéressant, d'accord. Et la fusion va entraîner également une libération d'énergie qui est beaucoup plus importante que la fission. Vous voyez que la courbe est beaucoup plus verticale. La différence d'énergie entre l'hydrogène et le fer est très importante. Ah ben oui. Donc, et ça, c'est après, il y a un plat. Il y a une espèce de... Et donc, l'hydrogène, quand on va le fusionner, on va aller jusqu'au fer, on va récupérer toute cette énergie. Donc, la fusion nucléaire est beaucoup plus puissante que la fission. Ah oui, donc si on faisait de l'énergie à partir de l'hydrogène, on aurait beaucoup d'énergie avec peu d'hydrogène. Et de l'hydrogène, en plus, il y en a partout. Oui, alors c'est un hydrogène un peu particulier, mais oui, c'est une source. C'est ce qu'on appelle le deutérium et le tritium, ce sont des isotopes de l'hydrogène. D'accord. Mais c'est de l'hydrogène avec des neutrons. Et donc, la bombe H, par fusion, a pour étincelle une bombe A. C'est-à-dire que la bombe A va allumer la bombe H. Bon. C'est-à-dire que la bombe A qui est déjà, c'est Hiroshima Nagasaki, c'est déjà très ravageur. Et l'étincelle qui va allumer une bombe H, c'est pour dire la puissance de la bombe H. Ah d'accord. Bombe H, c'est pour hydrogène. Oui, ok. Et, donc juste une question qui n'a probablement rien à voir avec la vie d'une étoile, mais les moteurs à hydrogène dont on parle actuellement, ça vient de cette propriété de l'hydrogène à aller vers la stabilité du fer. Alors non, parce que là on est sur une notion nucléaire. Oui. Les moteurs à hydrogène, c'est qu'on va brûler l'hydrogène. Ah d'accord, c'est le gaz. C'est une notion chimique. D'accord, ok. Là, on va faire des liaisons chimiques, on va brûler l'hydrogène qui va s'accrocher à l'oxygène pour faire de l'eau. C'est pour ça qu'on dit que c'est un moteur propre. Ah oui, parce que c'est un moteur. Sans se poser la question de comment on produit l'hydrogène, parce que l'hydrogène n'est pas vraiment très abondant à l'état naturel. Mais on brûle de l'hydrogène dans de l'oxygène et ça fait de la vapeur d'eau. Ok. Et c'est ça qui peut propulser. C'est une réaction chimique. Là, on est dans une réaction nucléaire. Merci de le dire. Chimique, on accroche les électrons ensemble. Nucléaire, on est en train de voir comment les noyaux. C'est ça. On attaque le noyau. On est sur des ordres de grandeur d'énergie qui sont très différents. Ok. Mais oui, on peut utiliser l'hydrogène pour ça également. Alors, comment ça se traduit? Peut-être ça se dit genèse, stélogenèse. On dit la genèse et pas la genèse. Peut-être on dit stélogenèse aussi. On vérifiera. Alors, comment se traduit cette courbe d'Aston en pratique dans la vie d'une étoile? Les étoiles se forment dans ce qu'on appelle des pouponnières stellaires. Bah oui. En anglais, c'est des nurseries. À partir de nuages interstellaires qui vont se contracter sous l'effet de la gravitation. Les nuages stellaires contiennent, parce que j'écris en dessous, 70% d'hydrogène et à peu près un peu moins de 30% d'hélium. D'accord. Donc l'hydrogène et l'hélium sont les éléments les plus légers. Oui. C'est la première ligne du tableau de Mendeleïev, exactement, de la classification périodique des éléments. Tout à fait. Et Newton nous a dit, l'hydrogène a une masse, l'hydrogène et une masse, ils vont s'attirer, et donc ces nuages vont se regrouper petit à petit. Et au fur et à mesure qu'ils se regroupent, qu'ils se rapprochent, ça va entraîner de la friction et un échauffement. Ah ben oui. Donc l'énergie potentielle d'éloignement va être traduite en énergie thermique. Donc la pression va augmenter, la température va augmenter. Et c'est ça à partir d'un certain seuil, on parle de millions de degrés.
Oui, c'est pas comme sur la cuisinière à gaz. Hein. Non, c'est ça. À partir d'un certain seuil de pression et de température, la fusion nucléaire commence. Et c'est ce qu'on appelle une proto-étoile. D'accord. Proto comme embryon, d'étoile. Et au départ, c'est homogène. On a de l'hydrogène, de l'hélium, c'est assez homogène. Et la fusion va commencer. Ça, on essaie de le reproduire sur Terre, notamment dans ce qu'on appelle des tokamaks. C'est-à-dire qu'on essaie de compresser de l'hydrogène pour déclencher une fusion. Donc on le comprime avec des lasers. Je ne connais pas bien les détails technologiques, mais l'idée c'est ça, c'est de recréer les conditions d'une étoile, mais sur Terre, dans des dispositifs expérimentaux qu'on appelle des tokamaks. Avec des champs magnétiques, des lasers, pour concentrer... Ça vient d'où ce mot-là, tokamak? Je ne saurais pas. Ouais, on dirait un truc, on dirait un jeu. On dirait un nom d'Amérique du Nord, amérindien. Oui, c'est ça, un nom amérindien. Ouais. Et on va voir que la masse d'une étoile, la masse de ce noyau initial d'hydrogène et d'hélium, va être l'élément déterminant de son évolution. À la fois la direction de son évolution et à la fois la vitesse à laquelle il évolue. D'accord. La fusion nucléaire. Fusion nucléaire, elle a lieu dans le cœur d'une étoile, dans le cœur du Soleil par exemple, et ce qui fait que notre Soleil a une température en son centre de près de 16 millions de degrés. Oui, il fait bon. Il fait bon. Ouais. On rappelle que le Soleil est une étoile. Hein. Oui. Notre Soleil est une étoile. Et donc, quand on voit des étoiles, ce sont des soleils. Des soleils. Alors, plus ou moins gros. On peut avoir beaucoup plus lourd que le Soleil ou beaucoup plus léger. Ouais. Et c'est justement le propos de cette présentation, de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer selon les catégories d'étoiles. Oui, c'est ça. Et je représente très schématiquement la fusion de l'hydrogène en hélium. Oui. C'est-à-dire qu'on va aller de l'élément le plus léger, l'hydrogène, au deuxième élément le plus léger qui est l'hélium. D'accord. Donc, les deux en haut, là, les deux H, c'est des... Oui, alors vous voyez que le H, normalement, c'est un proton. Oui. Le 2H, c'est l'isotope de l'hydrogène qui a 2 nucléons. Alors ça, on écrit 2H. Un proton en rouge, un neutron en noir. Et c'est ce qu'on appelle le deutérium. D'accord. Et après, on a le 3H, un proton et 2 neutrons. Oui. Donc 3 nucléons. C'est le tritium. D'accord. Ce sont des isotopes de l'hydrogène qui permettent de faire la fusion. Je vous passe les réactions, c'est vraiment très schématique. Oui, et on prend un hydrogène 2, un hydrogène 3, on les fusionne à droite, un noyau qui cette fois maintenant a 2 protons et 2 neutrons. Donc c'est l'hélium 4, l'hélium classique. Ah ben oui. Qui part avec une énergie de 3,5 MeV, donc mégaélectronvolts. Je vous passe la définition, mais c'est une énergie, c'est l'unité de mesure des énergies nucléaires et des atomes. D'accord, ok. Si vous reprenez l'émission sur la mécanique quantique, vous verrez que l'énergie de base de l'atome d'hydrogène, c'est 13,6 électronvolts. C'est ça. Donc là, on a à peu près 1 million de fois plus énergétique que l'énergie de l'électron autour du noyau d'hydrogène. Donc on est dans des processus nucléaires qui sont beaucoup plus énergétiques que les processus chimiques. C'est-à-dire que avec les électrons. Là, on ne prend pas en compte les électrons. Oui, je vois. On parle que des nucléons, là. Voilà, avec donc des énergies... le mélange des protons et des neutrons. Des neutrons, les assemblages. Je commence à comprendre. Et donc, on est dans des ordres d'énergie à peu près 1 million de fois supérieurs. Oui, c'est ça. Et après, ça produit également un neutron qui part lui également avec une énergie cinétique de 14 MeV. D'accord. Donc là, pour le coup, vraiment 1 million de fois plus énergétique que l'électron qui tourne autour du noyau d'hydrogène. D'accord. Donc on néglige dans ces processus énergétiques la présence des Comment on a mis ça en évidence, Julien? C'est quand même étonnant. Est-ce qu'un jour, dans un laboratoire, il y a quelqu'un qui a pris des atomes d'hydrogène, a pris du 2H, du 3H? Alors celui-là, je sais pas si... Je pense pas que la fusion... Peut-être que la fusion a été produite pendant un temps très court. Ce qu'on cherche à faire, nous, c'est une fusion qui se maintiendrait elle-même. Ouais. Comme dans une étoile, la fusion ne s'arrête pas. Ouais. Sur Terre, on arrive à la provoquer sur des temps très courts, mais elle s'arrête. Ouais, et nous, on voudrait qu'elle s'auto-alimente, qu'elle s'entretienne, pour faire vraiment produire de l'énergie. Et puis après, ça se calcule très bien avec la mécanique quantique. Ça a été découvert par calcul, alors, plus que par expérience. Je ne saurais pas te donner exactement lequel a été fait avant les autres, mais il y a les deux. Les deux, d'accord. Okay. L'expérience a été faite et ça a été explicité par la théorie. Et ce qu'il faut retenir, c'est donc que l'hydrogène se transforme en hélium tout en émettant beaucoup d'énergie. Oui, alors c'est ça. Moi, c'est ça que je retiens. L'hydrogène se transforme en hélium et émet beaucoup d'énergie dans cette transformation. Alors, quand l'hydrogène se transforme en hélium, plusieurs noyaux d'hydrogène fusionnent pour devenir de l'hélium. D'accord. C'est pas de l'alchimie. Oui. C'est de la physique nucléaire. C'est ça. D'accord. Oui. C'est pas de la chimie. Oui, c'est pas une transformation. Le mot était
pas très juste. Ah, d'accord. C'est une fusion. Voilà. Donc, quand plusieurs atomes d'hydrogène fusionnent, noyaux d'hydrogène fusionnent entre eux, ça produit de l'hélium. Oui, Je l'ai bien dit là. façon. Oui. Ouais, c'est important. C'est ça. Le Soleil produit 4 fois 10 puissance 26 watts. La watt, c'est l'énergie de puissance. Oui. Mon poêle fait 7 kilowatts. Voilà, c'est ça. On peut exprimer la puissance d'une voiture en kilowatts, la puissance d'une ampoule, la puissance d'un radiateur. Ouais. Donc, c'est 400 millions de milliards de watts. Et ça correspond surtout. Une centrale nucléaire, c'est produit 1 gigawatt, donc 1 milliard de watts. Ouais. Donc, le Soleil, c'est comme 400 millions de milliards de centrales nucléaires terrestres. Ah ben, je comprends. Ah, dis donc. Voilà. Et nous, sur Terre, on reçoit à peu près 0,4 milliardième de l'énergie émise par le Soleil. Mais heureusement, pas trop non plus, oui. Parce que sinon on cuirait là. Oui. En fait, la distance et la taille de la Terre fait on calcule le Soleil met dans toutes les directions. Ouais. Et nous, comme on est une petite surface vue depuis le Soleil, on reçoit une petite partie de l'énergie. C'est bien foutu. Hein. Et géométriquement, on calcule que c'est... C'est bien foutu quand même. Hein. Parce qu'imagine qu'on ait mal calculé la distance entre le Soleil et la Terre. Calculé. On n'en serait pas là. C'est une donnée. La Terre s'est formée à telle distance du Soleil. Oui, mais à partir des mouvements initiaux. On a chacun notre vision des choses là. À partir des mouvements initiaux et des répartitions de masse. On reçoit donc 4 milliardièmes de ça, ce qui correspond quand même à 1000 fois notre consommation. Ah ouais. C'est-à-dire que l'énergie de rayonnement émise par le Soleil est reçue en faible proportion par notre Terre et 1000 fois supérieure à notre consommation. Okay. Si on réussissait à tout capter et à tout utiliser de façon parfaite, on aurait 1000 fois trop d'énergie. Ah bah oui. Ouais. Comme quoi, hein. On n'est pas déficitaire. Non, si on réussissait à... Ouais. Après, il faut des champs de photovoltaïque, ce qui va prendre la place. Et puis une conversion, on reparlera des conversions énergétiques qui n'est loin d'être parfaite. Donc, ce que le Soleil nous envoie, ce sont des photons? Parce qu'on reçoit de la lumière et de la chaleur. Moi, c'est ce que je connais. Oui, c'est des photons. C'est le photon qui nous... Il envoie beaucoup d'autres choses. Il envoie notamment pas mal de neutrinos. Il y a une particule qui traverse, qui a très peu d'interaction avec la matière. Mais oui, on reçoit un rayonnement plurichromatique, photons de plusieurs couleurs, y compris de l'infrarouge, y compris de l'ultraviolet. Toute la gamme, là, tout le spectre de la couleur. Tout le spectre des couleurs et même au-delà et en deçà. Oui. Ça, oui, d'accord. Donc ça, c'est les photons. Et la chaleur, c'est transmis. Elle est transportée par les photons. Oui. Ah, c'est l'absorption des photons par notre peau, notamment les photons infrarouges, qui est, notamment, entre autres, les photons infrarouges, qui fait cette sensation de chaleur. On absorbe l'énergie du photon. Ça, c'est intéressant. Moi, ça me remet les pendules à l'heure aussi, ça. En parlant de photons, le Soleil est si dense qu'un photon émis au cœur du Soleil met 10 000 à 100 000 ans pour sortir. Ah, le temps de faire son chemin. C'est le photon qui est produit, enfin qui existe au cœur du Soleil, qui est émis, il va chercher à sortir. Une fois qu'il est sorti, il met 8 minutes à venir sur Terre. Oui, ça c'est la vitesse de la lumière. C'est ça, dans le vide. Ouais, dans le vide. Mais la vitesse la vitesse du photon dans le Soleil, c'est 10 000 ans pour aller du centre à l'extérieur. Dingue. Tellement c'est dense. Et tellement il y a des processus d'interaction qui font qu'il a du mal à sortir. Ok. Donc, c'est une matière très dense et la vitesse de la lumière est très faible. Mais on peut dire, avec tout ce que tu nous as dit là, le Soleil, il est composé d'hélium alors, c'est quoi? Hydrogène et hélium au début. Ouais. Oui. Et puis après, on va voir les autres stades d'évolution. D'accord, donc il y a d'autres composants chimiques. Qui vont arriver après. Pour l'instant, notre Soleil est composé. D'accord. On a vu au départ 70% d'hydrogène et 30% d'hélium à peu près. Et là, l'hydrogène est en train de se fusionner en hélium, donc la proportion d'hélium augmente en ce moment dans le Soleil. Ah bon? Mais je vais en détailler un peu plus. D'accord. Bon. L'hydrogène du Soleil est en train de fusionner en hélium. Et nous, on récupère... Donc il évolue. Ah, oui. Il est en train de consommer son hydrogène. Dingue. Le Soleil aura une naissance, une vie et une mort. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission. C'est parce qu'on dit vie, mort et postérité d'une étoile. Oui. Et donc, ça peut être celle de notre Soleil. Ça sera celle de notre Soleil. Ouais. D'accord. Donc là, attention les amis, nous sommes en train d'apprendre comment notre Soleil est en train de vivre, comment il va mourir et comment il va s'inscrire dans la postérité. C'est ça. Et nous là-dedans. Ensemencé. Ouais. On verra à la fin de l'émission. On a intérêt à faire ce qu'il faut avant qu'il meure. Hein. Alors on va voir, on a encore 4 ou 5 milliards d'années devant nous. Que ça? Oui. C'est peu, tu sais. Peu, c'est très peu. Par rapport à l'éternité. Ouais. La température de surface du Soleil, c'est 5700 Kelvin, à peu près 6000 degrés. Ouais. On dit 6000 degrés, d'où une couleur jaune-blanc. Quand vous achetez une ampoule LED, il faut faire attention à ne pas l'acheter trop
cold white, pas trop bleu, parce que sinon, là, vous aurez une lumière très blanche, très bleue, qui ressemble à une salle d'opération. Oui. Donc, il faut appeler, l'exemple, c'est warm white, donc blanc chaud, qui correspond à une température de 2700 degrés. D'accord. Donc, il y a une correspondance entre la température d'un corps et la couleur. De la lumière qu'il émet. Et donc, l'ensemble de rayonnement qu'il émet et la couleur que nous, on en perçoit. Ouais. Plus ça va vers le rouge, plus c'est chaud. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Plus ça va vers le rouge, plus c'est froid. Oui. Et plus ça va vers le bleu. Plus c'est chaud. Ah, d'accord. OK. Et donc, si vous achetez une ampoule qui va être marquée, par exemple, 6000 ou plus de Kelvin, elle sera plus blanche, plus bleue. 8000 Kelvin, ça sera une ampoule quasiment bleue. D'accord. Et c'est très désagréable comme lumière. Oui. Lumière très blanche. Bah justement, ça fait froid, c'est bizarre. C'est froid. Alors que tu dis que c'est pour ça que c'est contre-intuitif, parce que j'aurais dit... La lumière est psychologiquement ou sensoriellement perçue comme froide, mais elle est émise par une source qui est plus chaude. Bon. Elle correspond à la lumière rayonnement émise. Ça ne me facilite pas la vie, tout ça. Mais retenez que quand vous achetez une ampoule LED, des fois, ça peut être très blanc. Donc vérifiez que c'est bien du blanc chaud, presque du jaune. Petit conseil pour la vie quotidienne, les amis. Comme quoi, quand on revoit la vie d'une étoile, ça peut nous aider quand on fait nos courses au supermarché. Une ampoule LED. Absolument. Première catégorie d'étoiles, ce qu'on appelle les naines brunes. On peut aussi dire que ce sont des étoiles manquées. Oh, les Pourquoi pauvres. Manquées, ouais. Il y a encore pire, étoiles avortées. Bon, il n'y a pas vraiment de terme. Nous voilà bien. C'est même pas des proto-étoiles. Elles ne sont pas passées au stade de proto-étoile. C'est un objet qu'on appelle substellaire. C'est plus petit qu'une étoile, classique, dont la masse va être inférieure à la masse minimale qui permettrait la fusion de l'hydrogène. D'accord. C'est-à-dire que on a vu que la gravitation attirait le noyau vers lui-même, faisait s'effondrer un peu le noyau, et ce qui permettait, avec toute la masse, un échauffement et un démarrage des réactions nucléaires. Si le nuage est trop petit, ça ne s'échauffe pas assez pour que la fusion démarre et que l'étoile démarre. Et donc, elle claque. Alors, à peine elle a voulu faire quelque chose que déjà c'est fini. Oui, c'est à peine commencé. Enfin, ça ne commence même pas. La fusion, à proprement parler de l'hydrogène, ne commence pas, mais il y a une fusion qui commence. C'est la fusion du deutérium, donc l'hydrogène avec un proton et un neutron. C'est l'hydrogène 2 qu'on a vu dans la réaction précédente. Oui, tout à fait. Donc ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est l'hydrogène 1 qui est quand même en proportion beaucoup plus importante. Donc il y a un peu de fusion qui va se produire, mais vraiment pas beaucoup. Donc ça ne va jamais atteindre vraiment le stade d'une étoile, d'où le nom pas très heureux d'étoile manquée. Oui, mais naine brune, ouais. Et donc ça fait c'est une planète, une étoile, une presque étoile naine, donc c'est tout petit. Ouais. On voit sur l'image en haut à droite avec les proportions de la taille de notre Soleil. Justement, voilà, ça m'intéresse là. Donc le Soleil, c'est le gros truc orange. Oui. Ensuite, tu as une naine brune, donc c'est. Alors ensuite, entre les deux, on a une étoile de faible masse. Ah oui. C'est-à-dire que on peut avoir des étoiles de masse sensiblement plus faible que le Soleil. Oui. Donc on peut aller jusqu'à 7% de la masse du Soleil. Il faut au moins 7% de la masse du Soleil. Le Soleil, c'est le truc qui n'est pas entier, là, qui est orange clair. D'accord. Voilà, sinon, ça aurait fait. Oui, ça y est. Si une étoile fait au moins 7% de la masse solaire, alors la fusion peut commencer. D'accord. Pour que la fusion nucléaire puisse démarrer, il faut que l'étoile ait une masse au moins 7%, supérieure à 7% de celle du Soleil. Donc on peut avoir des étoiles beaucoup plus petites que le Soleil, tout comme beaucoup plus grosses. Oui, bon, d'accord. Et une proto-étoile qui aurait une masse. On mesure en masse jovienne, en masse de Jupiter, qui aura entre 13 et 75 fois la masse de Jupiter. Ça vient de Jupiter. Oui. D'accord. Soit entre 1% et 7% de la masse solaire, ne va pas démarrer cette fusion de l'hydrogène, mais va pouvoir faire un peu de fusion du deutérium. Donc elle va émettre un peu de lumière, mais ne va jamais rentrer dans la vraie fusion. Donc typiquement, le rayon du Soleil, c'est 700 000 km. Oui. Et on voit en bas à droite, rayon de Jupiter, c'est 1/1000 du rayon du Soleil. C'est dingue. Et on est rien. Non, pardon, c'est 1/1000 de la masse solaire, c'est 1/10 du rayon du Soleil. Voilà, c'est ce qu'on voit à peu près. On a Jupiter, ce serait 1/10 du Soleil qu'on voit en arrière-plan. On voit la Terre ici qui est toute petite par rapport à Jupiter. Et on voit une naine brune qui a une taille comprise entre. La naine brune, on voit que la courbe rouge est horizontale, c'est-à-dire que la taille de la naine brune est à peu près constante, quelle que soit sa masse, et elle est égale à celle de Jupiter. Donc une naine brune est grosse comme Jupiter. Ouais. Et peut peser entre 1%, entre 1/1000 et 1/100 de la masse solaire. Mais la masse de la naine brune ne fait pas beaucoup évoluer son rayon. D'accord. C'est ce qu'on voit dans la courbe rouge ici. Ah oui, c'est la ça. taille, Ouais. en ordonnée, on a le rayon par rapport au rayon du Soleil. Ouais.
donc c'est à peu près 0,1. Oui. Comme Jupiter, les naines brunes ont un rayon de 10% du rayon du Soleil. Et la masse, c'est entre typiquement 1% et 10%. Bah, une fois qu'elles ont fait ce processus-là d'arriver à la naine brune, elles disparaissent. Alors, on va voir, c'est ce que j'écris en dessous, il y a une courte phase de réaction nucléaire, Ouais. puis la chaleur émise, la réaction nucléaire va s'arrêter, la gravitation va reprendre et va continuer une forme d'échauffement qui va s'arrêter à l'ordre de 1000 à 2000 degrés. D'accord. Bien loin des Ah bah, 15 on est très millions de très loin. Kelvin. Ah bah oui, ah bah oui. Et 1000-2000 degrés, ça émet pas beaucoup de lumière, d'où le terme de naine brune. Ah, c'est C'est-à-dire pour que c'est ça. pas noir, mais c'est pas très visible. Et ça peut s'observer, par exemple, là, tu la colles entre le Soleil et Jupiter. En termes de taille, oui. Ouais, ça peut s'observer dans notre ciel, ça? C'est difficile à observer, on en a observé quelques-unes, et c'est ce que je dis en dernière ligne, ça pourrait composer une partie importante de la masse de l'univers. Ah ben oui, parce qu'effectivement, on a inventé une balance qui pèse l'univers, hein, bien sûr, c'est bien connu. On a mesuré les effets de la masse de l'univers, et on peut constater que la majorité de la masse de l'univers, on ne la voit pas. Ça pourrait être une source d'explication. Ah oui. Enfin, ça pourrait être une partie de cette masse. D'accord, c'est-à-dire que la masse qu'on a calculée semble plus importante que les objets qu'on peut observer. 10 fois plus importante. Et donc, on peut se dire qu'il y a des objets non visibles, style les naines brunes, qui viennent augmenter la masse de l'univers. Et qui pèsent beaucoup, qui viendraient expliquer la masse dont on perçoit les effets, mais qu'on ne voit pas directement. C'est ça, parce que la masse de l'univers a été mesurée à partir des effets de cette masse. Oui. Ah, c'est dingue. C'est ça, j'ai pas en tête les détails de cette mesure, mais clairement, c'est un effet indirect, on ne peut pas mettre l'univers sur une balance. C'est pas grave. Bah oui, on peut pas. Bon, t'as remarqué? Donc, c'est forcément des mesures indirectes. Ouais. La séquence principale, ça, c'est une phase très importante. C'est la période de la vie d'une étoile pendant laquelle on a un équilibre. Ouais. Alors, c'est l'état actuel du Soleil. Entre la force de gravitation, qui ne s'arrête jamais, et qui a tendance à contracter encore et encore le nuage d'hélium et d'hydrogène. Celle-là est toujours là. Ce qu'on a une force centripète qui est tournée vers le centre. Ouais. On a la pression de radiation, la pression de rayonnement. Ouais. On a vu que cette force gravitationnelle entraîne un échauffement qui est suffisant pour déclencher des réactions nucléaires. Ouais. Ces réactions nucléaires émettent des particules, émettent de la chaleur, qui vont contrebalancer la force de gravitation. D'accord. Donc voilà, la chaleur, les réactions nucléaires poussent vers l'extérieur, ce trifuge, pendant que la gravitation tire vers l'intérieur. Centripète. Et on a un équilibre entre ces deux forces, qui fait que le Soleil est exactement dans cette phase de sa vie, la séquence principale. Donc le rayon du Soleil ne varie quasiment pas. On a cet équilibre. La gravitation qui dit « je veux que ça soit encore plus compact ». Oui. Et la fusion nucléaire qui dit « j'envoie de la chaleur, il y a de l'agitation thermique, donc ça pousse vers l'extérieur ». D'accord. 90% des étoiles qu'on connaît qui ont une masse au moins la moitié du Soleil sont sur la séquence principale aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Sur ce stade-là. Hein. Oui. D'accord. Pour le Soleil, avec une masse qui est la sienne, une masse solaire, on rappelle, c'est 2 fois 10 puissance 30 kg. C'est la première émission, je crois, on en a parlé. Pour une étoile de cette masse, on a une durée de vie de 10 milliards d'années à peu près. Ouais. Et le Soleil il est au milieu de sa vie, de 4,5-5 milliards d'années. Ouais, donc on pourrait dire qu'il est au milieu de sa vie. Oui. Bon. Ouais. Exactement, il est sur sa face principale. Et là à droite, on a un zoom, une photo de la surface du Soleil, avec ce qu'on appelle des spicules. Ce sont des jets de gaz émis à la surface du Soleil, mais qui sont contenus par des champs magnétiques. Et donc, ça fait des formes géométriques comme ça. C'est très joli. Ça, c'est la surface du Soleil. Mais ça, c'est quelque chose qui a été photographié ou c'est une image d'artiste? Non, c'est photographié. Ah ouais. Avec, ce sont des fausses couleurs, il y a beaucoup de filtres, mais ça, c'est une photographie. Ok. Les géantes rouges. Géantes rouges, c'est la phase de la vie d'une étoile qui va suivre cette séquence principale. Ouais, d'accord. La séquence principale, on fusionne l'hydrogène pour faire de l'hélium. Ouais. Donc, à la fin de cette séquence principale, on a épuisé l'hydrogène du noyau. Ok. Là, on n'a plus de réaction nucléaire de fusion de l'hydrogène, on n'a plus cette force centrifuge, cette pression de radiation, qui fait qu'on a un équilibre. Ouais. Ça repousse. Et la gravitation, les deux forces s'opposaient, maintenant une force qui disparaît. Ouais. La pression de radiation due à la fusion de l'hydrogène. Oui. Mais la gravitation, elle, est toujours là et continue à faire son œuvre vers de le centre. contraction. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, ça va encore
Centripète, ouais, vers le centre. Mmh. C'est-à-dire que ça va encore, on va atteindre une concentration, une densité encore supérieure. Mmh. Et en centre, on va atteindre des conditions de pression et de température telles qu'on va commencer la fusion de l'hélium, Ouais. qui est plus dur, parce que l'hélium est un noyau plus gros. L'hydrogène était, entre guillemets, un peu plus facile à fusionner que l'hélium. D'accord, Pour fusionner l'hélium, il faut plutôt 100 millions de degrés que d'accord, 15 avant. d'accord, Donc pour ça, il faut que l'hydrogène ait été consommé, que la gravitation ait repris sa contraction. d'accord, d'accord. Et on concentre ses efforts en fait sur l'hélium. Oui. C'est ça. Alors ça, c'est la fusion de l'hélium qui se passe dans le centre de l'étoile. Ouais. Et après, on a les couches extérieures. Les couches extérieures, il restait quand même un peu d'hydrogène. Oui. Et comme les couches extérieures vont recevoir la chaleur de l'intérieur, la fusion de l'hydrogène va pouvoir se faire maintenant aussi à l'extérieur de l'étoile. D'accord. Sur sa périphérie. Sur sa périphérie. Avant, c'était au centre. Pendant la séquence principale, c'est au centre. Ouais. Ensuite, là, au centre, on fait la fusion de l'hélium. Ouais. Et la fusion de l'hydrogène, de ce qui reste, se fait sur les couches extérieures. D'accord. Ok. Et ça va augmenter, ça va entraîner une augmentation énorme de la taille de l'étoile. Parce que ça va chauffer les couches extérieures et l'étoile va gonfler. Ok. Pour atteindre, il me semble, 10 à 100 fois sa taille initiale. Ok. D'où le terme de géante. Ah, c'est ça. Après les naines, les géantes. Géante rouge. Ouais, c'est ça. Et Aldébaran, là, que tu nous as mis, c'est une étoile, c'est une géante rouge. Ouais. C'est une étoile. Ouais. On peut l'observer, elle, dans le. Il me semble, oui. Oui. Moi, je l'ai déjà. Et Aldébaran, on a mesuré sa taille, on compare au Soleil, vous voyez. Aldébaran est une étoile qui a de l'avance sur le Soleil, qui était peut-être plus lourde au départ, mais ça donne une idée un peu des proportions. D'accord. Et le Soleil, quand il va être sur cette phase, va grossir d'un facteur 10 à 100. L'enveloppe extérieure va s'étendre d'un facteur 10 à 100. Intéressant. Oui. Donc, je vous rappelle que le rayon du Soleil, c'est 700 000 km. Donc, si on multiplie par 10 ou par 100, ça peut faire 7 millions, voire 70 millions de kilomètres. Oui, moi, j'ai du mal à me représenter. Et nous, on est à 150 millions de kilomètres. La Terre. Du Soleil. Ouais. Oui, c'est ça, notre distance vis-à-vis du Soleil. Donc, si le Soleil grossit d'un facteur 100, on est à 70 millions. C'est-à-dire que ça sera la moitié de la distance Terre-Soleil. C'est-à-dire que là, c'est l'image qui est en bas. La Terre va être brûlée par ce rayonnement. Bah oui, forcément. Parce que la luminosité peut être multipliée par 3000. C'est-à-dire que le Soleil émet 3000 fois plus, l'étoile, 3000 fois plus de rayonnement que pendant sa phase principale. Ouais, d'accord. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il émet 3000 fois plus de photons? Oui, l'énergie. Après, il y a d'autres particules qui forment ce rayonnement. Mais... Donc, c'est moins chaud. On part de 3 à 4000 Kelvin en température de surface, d'où la température rouge. Mais il y a 3000 fois plus de luminosité. Donc, ce n'est pas parce que c'est un peu plus froid que c'est plus confortable pour nous. D'autant qu'il va se rapprocher et émettre beaucoup plus de luminosité. Donc, à la fois, il est plus près, il émet plus et on en reçoit une plus grande proportion. Donc, autant dire que la Terre va être consumée par cette phase de la vie du Soleil qui arrivera dans. Mais je pense que dans cette forme de vie-là, nous ne serons plus là, toi et moi. C'est fort possible. Probable, hein. Alors, mon corps ne sera plus là. Ça, il y a de l'espoir, Julien, il y a une conscience dans ce corps, c'est bon. Et pour le Soleil, la séquence principale dure à peu près 10 milliards d'années et la phase de géante rouge dure 1 milliard d'années. Ah, on va voir que ça s'accélère vraiment énormément dans la vie de l'étoile. Géante rouge. Ensuite, une fois qu'on a fusionné l'hélium, on va fusionner les éléments les plus lourds. Si vous reprenez la courbe d'Aston, après l'hélium, on a notamment le carbone, l'azote, l'oxygène. Avant le fer. Alors, celles-là ne vont pas aller jusqu'au fer. C'est trop stable. Non, c'est trop léger. Trop léger. On va voir pourquoi. Et la température peut atteindre 1 milliard de degrés. D'accord. Et à la fin de la vie, quand on a consommé tout ce qu'on pouvait consommer, fusionné tout ce qu'on pouvait fusionner, la masse de l'étoile n'est pas suffisante pour continuer à contracter et atteindre la fusion suivante. Donc, on va s'arrêter sur le chemin avant le fer. Et en fin de vie, cette étoile va éjecter ses couches externes. Celles qui n'ont pas pu fusionner, celles qui n'ont pas pu... Si, elles ont fusionné. C'est ça. Donc, il y a un mélange de tous ces corps. Un peu les débris, en fait. Oui, les débris, les couches externes vont être expulsées. Alors, je n'ai pas le détail exactement du processus, mais ce n'est pas vraiment une explosion, mais il y a une expulsion des couches autour de l'étoile. Est-ce que ça a à voir avec les météorites? Quand on parle de météorites, non, ça n'a rien à voir. Météorites, c'est plutôt du métal. Là, on est plutôt sur des gaz. D'accord. Des températures. Donc, nous, on ne voit pas d'effet de ça. Météorite, c'est un bout de roche qui circule dans l'univers. D'accord.
Et on a ce qu'on appelle une nébuleuse dite planétaire. Bon, c'est pas forcément le meilleur terme. On voit une symétrie sphérique et à l'intérieur, on voit ce qu'on appelle la naine blanche. D'accord. Qui est le résidu de l'étoile. Ça, c'est aussi une photographie, c'est pas un dessin Oui, d'artiste. ça, ce sont des photographies. D'accord. En général, je mets quand c'est vu d'artiste. D'accord. Mais là, on a le nom, la nébuleuse de la Lyre, on a NGC 6751, nébuleuse de l'œil étincelant. Oh, c'est magnifique. Oui, c'est beau. Ouais, d'ailleurs, ça ressemble quand même à un iris. Hein. Oui, d'où je pense le nom. Et cette naine blanche. La Lyre, c'est une constellation. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la nébuleuse planétaire de la Lyre. C'est possible. D'accord, tu sais pas. Je ne connais pas le détail de Okay. Pourquoi on l'a appelée comme ça. Et cette naine blanche va petit à petit, n'a plus de source d'énergie. Oui. Elle est encore chaude. Et petit à petit, elle va rayonner son énergie. Si on la voit blanche, c'est qu'on reçoit de la lumière, de l'énergie de sa part, du rayonnement. Oui. Elle va petit à petit perdre son énergie avec ce rayonnement et devenir une naine noire. D'accord. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Non, tout à l'heure, c'est une naine brune. Ah, brune. Qui n'a pas démarré. Ah ben oui, c'est ça, parce qu'elle est embryonnaire, on peut dire. Elle s'est arrêtée avant de devenir une étoile. Ah, d'accord. Là, la masse était suffisante, plus de 7% de la masse solaire, et c'est la fin de sa vie. C'est un vestige, c'est un cadavre, en fait. On peut dire un cadavre d'étoile. Oui. C'est pas joli. Hein. Non, c'est pas très joli. Non, un vestige, vestige, c'est bien. Naine blanche, oui, un résidu de... Naine noire. Oui. Résidu. Naine blanche, qui après va perdre son énergie, devenir une naine noire. Okay. Pourquoi noire? Parce qu'elle ne va plus émettre de rayonnement. C'est ça. Et ce qui n'émet pas de rayonnement, comme un trou noir, est invisible. C'est ça, d'accord. Est invisible à l'œil. Ok. Résumé de la vie du Soleil. Ouais. Au départ, on a la naissance, notre proto-étoile, un nuage d'hydrogène et d'hélium qui va se regrouper, se contracter sous l'effet de la gravitation. Un démarrage des réactions nucléaires, fusion de l'hélium, sur tout ce qu'on appelle la séquence principale, qui dure à peu près 9 à 10 milliards d'années. Et là, entre 4 et 5, on voit que c'est l'âge actuel du Soleil. Ah ben ça, c'est très bien, la frise là, qui nous permet de voir la progression, le processus. Ok. Oui. Avec, on voit que 7, 8, 9, on voit milliards d'années. Hein. On voit que l'étoile commence à grossir pour atteindre la phase de la géante rouge. Celle que tu as montré tout à l'heure avec Aldébaran. Ça, elle va grossir à mesure que l'hydrogène devient de plus en plus rare et que la fusion de l'hydrogène n'arrive plus à soutenir la pression de la gravitation. D'accord. Et que la fusion de l'hydrogène va commencer à se faire dans les couches extérieures. Géante rouge, puis naine blanche. Blanche, avec l'œil. Nébuleuse planétaire, la nébuleuse. Et après, petit à petit, on n'a pas mis ici l'étape suivante, c'est la naine noire. Ça y est, j'ai compris. Enfin, j'ai compris ça. Hein. J'ai compris les différentes étapes. Comment ça se fait, c'est autre chose. Mais ça y est, j'ai compris. C'est la fusion, après, au-delà des détails précis de la fusion. L'échelle des tailles n'est pas respectée, on est d'accord. On prend des noyaux légers, hydrogène, qui vont fusionner en hélium, qui vont fusionner après en carbone, en azote, en oxygène, etc. Et ce cycle de vie va être de plus en plus rapide à mesure que l'étoile est lourde. C'est-à-dire qu'une étoile qui fait 5 masses solaires ne va pas durer plus longtemps. Ça va aller plus vite. D'accord. Que les phénomènes s'accélèrent. Oui. D'accord. Et ça, ce cycle de vie-là, c'est pour les étoiles de moins de 10 masses solaires. D'accord. Oui, c'est ce que tu as marqué en haut. À partir de 10 masses solaires, on va changer qualitativement d'évolution. On va prendre une branche différente. D'accord. Ça ne sera pas le même quantitativement, si c'est plus lourd, ça va plus vite. Mais si on dépasse 10 masses solaires, on va prendre un chemin différent. D'accord. Le diagramme de Hertzsprung-Russell est un diagramme Russell, qui permet de représenter les différentes classes d'étoiles. D'accord. On a à gauche la luminosité. On a ici en diagonale la taille. Vous voyez qu'il y a une diagonale qui veut dire un rayon solaire. Et on voit que le Soleil, il est à peu près au milieu, un peu sur la droite, dans la partie jaune de ce qu'on appelle la main sequence, la séquence principale. On a tout un ensemble d'étoiles, dont certaines sont bleues parce qu'elles sont plus chaudes, parce qu'elles sont plus lourdes, et certaines sont moins chaudes, sont plutôt rouges. Et après, ça, c'est des regroupements. On prend les étoiles et on les met sur ce diagramme qui représente en abscisse et la température, en ordonnée, la luminosité. En fait, ça, c'est une façon de les catégoriser. Oui, et là, on voit... C'est une théorie des ensembles, 2 étoiles. Alors, ça a permis de catégoriser. Ça, c'est un diagramme expérimental. On prend les étoiles, on regarde la taille, la luminosité, on la met dans le diagramme. Pour étudier leurs caractéristiques. On voit qu'il y a des catégories, il y a des groupes. D'accord. Et notamment la séquence principale, la virgule que vous voyez qui traverse l'écran. C'est toute la séquence principale, donc les étoiles entre 7% et 10 masses solaires. Toutes celles qui vont attaquer la fusion de l'hydrogène.
Et après, on a la phase de géant. On voit notre Aldébaran, en haut à droite des géantes. Ah oui, tu as Bételgeuse, tu as Antares que j'adore. Antares. Tu sais que j'adore Antares. Non, je ne savais pas. Ah, tu savais après, pas. ça, ce sont les super géantes. Ouais. C'est encore peut-être une autre catégorie. Mais la géante, on a notre Aldébaran, c'est ça, je lis bien. Aldébaran, Arcturus, que j'aime beaucoup dont on a aussi. comparé la taille avec celle du Soleil. Pollux. Ah ben, on les connaît tous ceux-là, c'est ça qui est bien. Oui. Ouais. Là, on prend des étoiles connues. On a juste mesuré leur luminosité, leur taille et puis leur température. C'est ça. À partir de leur couleur. Et ce diagramme permet de catégoriser. On voit vraiment qu'il y a des catégories, des classes d'étoiles différentes. Et en bas, on a nos naines blanches. Et oui, c'est ça. Sirius, Sirius B et Procyon B. Sirius B, il y a plusieurs Sirius, parce qu'il y a un A et un B. C'est possible. Ouais, c'est possible. Ouais. Ok. J'en dis pas tellement plus, mais voilà. Là, ce diagramme a permis de catégoriser, de se dire, voilà, il y a quand même des processus physiques différents, parce qu'on voit bien des regroupements homogènes, des groupes qui ont l'air homogènes et qui sous-tendent des processus physiques qui sont proches. Ok, je vois. Si vous vous intéressez un peu à la vie des étoiles, vous tomberez forcément sur ce diagramme. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'étoile, la masse du nuage d'hydrogène de départ est beaucoup plus lourde? Si la masse est beaucoup plus importante, si le nuage initial est beaucoup plus lourd. Alors, on ne va pas s'arrêter à l'oxygène ou à l'azote. Oui, parce que tu nous as dit tout à l'heure qu'en fait, ça concernait les étoiles qui étaient à moins de 10 masses solaires, mais plus de 7%, plus de 0,1 masse solaire. Entre 1 dixième et 10 masses solaires, c'est la séquence principale. Là, maintenant, on s'occupe d'une autre catégorie, les supergéantes, qui sont supérieures, plus lourdes, plus de 10 masses solaires. C'est ça. C'est-à-dire qu'elles vont passer par une séquence principale également, de fusion de l'hydrogène, puis la fusion de l'hélium, puis la fusion du carbone, de l'azote, de l'oxygène. Mais là où s'était arrêtée l'étoile plus légère, elle va continuer. Et donc, elle va aller jusqu'au fer. Elle va jusqu'au fer. Néon, magnésium, silicium, nickel et le fer. Elle va plus loin dans le tableau des éléments. Oui. Et dans la courbe d'Aston. Oui, c'est ça. La courbe d'Aston, elle va aller vraiment jusqu'au pic de stabilité. On ne peut pas fusionner le fer. Une fois qu'on a du fer, elle ne le fusionne pas. Il dit, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Oui, c'est ça. Tout comme on a eu ça, la dernière colonne de Mendeleïev, ne réagit pas chimiquement. Hélium, néon, argon, krypton, tous les gaz rares, à cause de la règle. Ils ont leur couche électronique complète. C'est ça, ils ont suffisamment, ils ont 8. Oui. C'est 8, la pétille. 8, tu te rends compte que règle je me souviens de ça? Absolument. Je me souviens de ça. 8 électrons, c'est à mon maximum. Voilà. Je ne peux pas plus. Et si vous regardez l'émission sur la mécanique quantique, on voit pourquoi c'est 8, etc. Ouais. Et tout comme l'hélium, l'hélium n'en a que 2, parce que c'est la première couche, tous les autres en ont 8, ont leur couche complète. Ils disent, j'ai ma couche complète, j'ai pas besoin de réagir. Le fer dit, moi je suis à mon maximum de stabilité par nucléon. Par nucléon toujours. Donc, je n'ai pas besoin d'évoluer. Donc, je suis stable. Je suis à mon minimum d'énergie. Et le minimum d'énergie dans la nature était le stade final de l'évolution. Ah bah oui, on n'a pas besoin de plus. Non. Ok. Ce qui fait qu'on va aboutir à une structure en oignon, ce que je représente à gauche. Avec les couches extérieures. C'est pas que ça fait pleurer, c'est les couches. Non, c'est une structure concentrique, on va dire. C'est vrai qu'oignon, c'est peut-être pas très élégant, mais une structure concentrique. On a toujours de l'hydrogène un petit peu à l'extérieur, de l'hélium, et plus on va vers le centre, plus la fusion est loin, et plus on a des éléments lourds jusqu'au fer et stable. Au milieu, là, c'est le fer. C'est le fer. On a un noyau de fer. Et là, à droite, on a tout un ensemble de géantes, dont certaines sont bleues. Alors, si on regarde bien vers il y a Arcturus, il y a le Soleil. Donc, le Soleil est minuscule par rapport Notre Soleil à nous. Notre Soleil à nous. C'est le petit point extrême à droite. Et on voit que dans le lot, il y a une étoile bleue. C'est Pistol Star. Pistol Star. Bon. Je ne la connais pas, celle-là, moi. C'est-à-dire qu'il y a des étoiles qui vont atteindre des températures plus élevées, qui vont rayonner une longueur d'onde plus courte, donc une lumière plus bleue. D'accord. Ah ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe maintenant une fois qu'on a fini de fusionner le fer? Oui, bah oui. Parce qu'à chacun des stades, rien ne s'arrête en fait. À chaque fois qu'on avait fini la fusion, terminé, on ne pouvait pas aller plus loin dans la fusion d'un élément. Quand on a fini l'hydrogène, la gravitation continue à contracter, on passe à l'hélium, ça tient, il y a un équilibre qui se fait. Ensuite, quand l'hélium est terminé, ça se recontracte jusqu'à la fusion du carbone. Il y a des équilibres successifs qui se font entre une température qui augmente à chaque fois qu'on fusionne un élément plus lourd et la gravitation qui, elle, inéluctablement, inlassablement, attire vers le centre. C'est ça. Et une fois qu'on a fusionné vers le fer, on ne peut plus faire de fusion. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est une C'est bonne ce qu'on va question, voir. Julien. Je ne suis pas capable d'y répondre, C'est hein, ce qu'on va voir. Mais en termes d'échelle de temps, on a vu que la fusion de l'hydrogène pour le Soleil, c'est 10 milliards d'années. Ouais, c'est ça. Pour une étoile plus lourde, ça va être plus rapide. Mmh. Donc on va être sur peut-être entre 1 et quelques milliards d'années. Ouais. Petit à petit, ça va s'accélérer. La fusion du silicium, c'est 1 semaine. Et la fusion du fer, c'est 1 journée. Ah oui, Voilà, donc ça prend des milliards d'années. Et après, l'accélération, ça se fait vraiment de plus en plus vite. d'accord, La d'accord. fusion du fer, la fusion On parle bien de pour fusion nucléaire, la hein? fusion nucléaire, Mmh. pas du fer, pour aboutir au fer, Ouais. prend à peu près 1 journée. Ah ouais, c'est hyper rapide. Oui, c'est hyper rapide. Et donc, on a fait tout le fer qu'on pouvait en 1 journée. Et après, qu'est-ce qui se passe? La physique nucléaire, la stabilité dit qu'on ne peut pas fusionner plus avant. Donc, il n'y a plus cette force centrifuge due à la fusion, à l'émission de ce Oui. rayonnement. Donc, la gravitation va finir par gagner. Bah oui, parce que ça veut dire s'il n'y a plus de force centrifuge, c'est la force centripète qui Il l'emporte. n'y a plus d'équilibre. Ah bah oui, c'est ça. C'est ça. Donc tout va vers l'intérieur, vers Oui. le centre. Oui. Le cœur de fer n'est plus en équilibre. Il va Ouais. s'effondrer sur lui-même. Ah bah c'est ça. On avait jusqu'ici pas beaucoup parlé des électrons, mais ils sont bien toujours là, les électrons. Les électrons ne sont pas fusionnés, hein. Même s'il Oui. fait des milliards de degrés, l'électron il continue sa vie d'électron. Et là, ce qui va se passer, la pression va être telle que les électrons vont être poussés dans le proton, Ouais. vont être absorbés par le proton. Et un proton plus un électron, ça donne un neutron. Eh ben, ah oui, parce que ça s'annule. En première approximation, Ouais. on a un proton avec une charge plus E, un électron Ouais. qui charge moins E, il s'absorbe, le proton absorbe le neutron, donc la charge est nulle. Ouais. Et Mais puis après, ça les fait pas mourir en fait, ça donne autre chose. oui. Mmh. Et si vous regardez la 3e émission sur la force électrofaible, Oui. on a l'équation de transformation d'un proton en neutron, ou d'un D'accord. neutron en proton, mais c'est un processus dit électrofaible. Avec l'émission de particules, je vous passe un peu le détail de la réaction Oui, parce que là, tu vois, je me souviens de plus physique là des tout de particules, suite. mais Mmh. en première approximation, les électrons sont absorbés par les Oui, protons, oui. et le cœur de l'étoile va s'effondrer, il y a un effondrement, Ouais. et avec une explosion cataclysmique qui va expulser les couches extérieures. Mmh. Et autant à la fin d'une étoile de masse à peu près solaire, c'est assez doux, Ouais. c'est pas cataclysmique, autant là, c'est un des phénomènes les plus violents de l'univers. Ah oui. C'est une supernova. C'est ça. Supernova, ça veut dire c'est une grosse explosion. Explosion d'étoiles avec expulsion des couches. C'est ça, d'accord, d'accord. Et va rester au centre l'objet hypermassif qui reste, qui est né de l'effondrement du cœur en fer, et tout le reste va être éjecté. Par exemple, la supernova SN 1987, on voit au centre l'anneau qui est l'éjection des couches extérieures. D'accord. Donc en fait, ce qu'on voit en rouge lumineux là, c'est l'éjection Le cercle des... rouge. Ouais, c'est Oui. ça. Et puis donc tout ça part d'un centre qui lui va rester comme ça en suspension quelque Oui. part. Ouais. Oui. On va voir qu'est-ce qui reste au centre. Ok, d'accord. Juste au passage, cette explosion permet, grâce à l'énergie qu'elle dégage, de créer des éléments plus lourds que le fer. Au sein du Soleil en question Oui, qui a au sein de la explosé. tour en question. Ouais. Parce que si on s'appuyait uniquement sur la fusion, on s'arrêterait au fer, il n'y aura jamais eu d'éléments Oui, plus lourds que le ouais, fer. ouais. Donc, il y a plein d'éléments chimiques qui manqueraient sur Terre. On n'aurait pas pu, Donc- il n'y aurait pas d'uranium, il n'y aurait pas... Juste, tous les éléments plus lourds que le fer n'existeraient pas. ce que je comprends aujourd'hui, je ne savais pas du tout, c'est que supernova, c'est pas un objet, c'est un événement, c'est un phénomène. C'est une explosion d'étoiles. Ah ouais, d'accord. Moi, tu vois, je ne savais pas. Je pensais que Une c'était peut-être étoile des objets. qui fait plus de 10 masses solaires au D'accord, départ, d'accord. à la fin de sa vie. D'accord. Ok. Et est-ce que ça, une supernova, ça a des conséquences sur la Terre, par exemple? Alors Ça oui, dépend de la distance, on la voit. j'imagine. Oui, non, c'est tellement loin. On voit arriver la lumière de la supernova. Il y a les neutrinos, enfin, il y a beaucoup de particules qui arrivent. Mais on peut les détecter, mais non, je ne pense pas que c'est de Ça conséquence. n'a pas des effets physiques? Non. Ouais. Ah, si, nécessairement, mais ils sont infimes, ils sont imperceptibles D'accord. pour nous. Hmm. Ok. Si l'étoile est plus de 10 masses solaires au début, mais moins de 25, Oui. alors ça va faire une étoile à neutrons. Ah bon? On a vu que tous les protons Oui. des noyaux du fer absorbaient... Dans le noyau du fer, il y a des protons et des neutrons. Oui. Les protons vont absorber les Les électrons, ça fait parce des qu'ils neutrons. sont 1 pour 1, Ouais, ouais. donc on n'a Ça, plus que des neutrons. Absolument. Et ça forme une étoile à neutrons, D'accord. qui est l'objet le plus dense qu'on connaisse, Ah oui. à l'exception du trou noir. Et donc, si au départ, on avait plus de 25 masses solaires, Ouais. l'étoile à neutrons est elle-même instable et va s'effondrer elle-même sous forme de trou noir. Ah oui. Elle va former un trou noir. Oui. Ah ça alors. C'est ça. Comment un soleil devient un trou noir? Exactement. C'est toute cette... Voilà, c'est- moi j'ai ce appris cycle de quelque vie. chose là. Oui. Ah ouais, ok. Pour qu'il devienne un trou noir, il faut qu'il fasse plus de 25 masses solaires. Donc, D'accord. notre soleil ne sera jamais un trou noir.
Ça ne sera jamais. Ah ben on a une réponse à une grosse question. L'évolution du Soleil ne l'amènera pas à devenir un trou noir. Pas chez nous, en tout cas. Pas dans notre système solaire. Non. Il faut que ça fasse 25 masses solaires. Ok. On a une petite interruption technique, mais nous reprenons. Voilà, nous reprenons. Tu avais une question sur comment est-ce qu'on sait tout ça? Ah oui, comment est-ce qu'on sait tout ça? Alors, on a pu observer ces objets, qui sont les étoiles à neutrons, les trous noirs, les naines blanches, etc., à partir des observations, à partir d'un certain nombre de modèles, notamment sur la matière nucléaire, les interactions entre les protons, en regardant l'infiniment petit, finalement, on arrive à comprendre ce qui se passe dans l'infiniment grand. Oui. Alors, une étoile n'est pas vraiment l'infiniment grand, parce que ça reste, si massif soit-elle. Oui, enfin, c'est quand même on n'est pas sur des... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je reconnais que c'est impropre. Mais oui, parce qu'une étoile à neutrons, ça fait à peu près une masse solaire. C'est à partir d'une masse solaire. C'est pas infiniment grand parce que c'est complètement préhensible par le cerveau humain, mais en même temps c'est quand même un peu. Oui, c'est un peu grand quand même. Des échelles. Ouais. Et donc une étoile à neutrons, ça ressemble un peu à un noyau qui fait 10 km de diamètre. Ok. Une étoile à neutrons, donc une densité de 3, à peu près 10 puissance 17 kg par mètre cube. Ouais. Pour de l'eau, c'est 1000. Ah, c'est ça, j'allais te demander une échelle de comparaison. comparaison. On est à 1 million de milliards de fois plus dense que l'eau, par exemple. C'est une densité qui est comparable à peu près à la densité du noyau atomique. D'où la comparaison de dire qu'un étoile à neutrons, c'est un peu comme un noyau géant. Sauf qu'il n'y a pas de protons, mais en termes de densité, c'est de cet ordre de grandeur. Donc c'est un noyau macroscopique. Si on prend une cuillère à café, ça fait 5, 10 puissance 12 kg, donc 5 milliards de tonnes. Bon, et là, je te dis tout de suite que je te vois en train d'aller dans le cosmos, marcher avec ta petite cuillère pour aller chercher un peu de la matière en question pour ramener, mais tu ne pourrais même pas. Même si tu es très très fort comme garçon, tu ne pourrais pas rapporter. Alors ça me rappelle, je vais remettre un peu la physique aussi au centre. J'avais vu un homme qui s'appelle Claude Trax présenter une conférence. Il avait dû interagir avec les baleines et les dauphins. Il avait expliqué qu'il avait reçu le message des baleines et des dauphins, et que les baleines et les dauphins habitaient sur des étoiles à neutrons. Oui. Et qu'ils avaient fait une petite navette spatiale pour venir dans notre océan. Ils démontaient au passage Darwin en disant que c'est les dauphins, on descend des dauphins, etc. Et ils disaient qu'ils avaient construit leur navette spatiale depuis une étoile à neutrons. D'accord. Ce qui est absolument impossible, parce que sur une étoile à neutrons, c'est un noyau géant, il n'y a même pas d'atomes. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est un noyau géant. C'est des neutrons, c'est des neutrons. C'est des neutrons. Il n'y a pas d'électrons, il n'y a pas de protons. Exactement. Donc, il n'y a même pas un atome. Donc de là à faire... Il n'y a pas de matière utilisable sur la Terre. C'est ça. Il n'y a pas d'atome, donc de là à dire qu'il y a des dauphins et des baleines. Donc ça veut dire que là encore, Faire appel à la science, c'est les objets les plus massifs de l'univers qui ont créé des baleines qui sont venues nous créer. Voilà, ça ne tient pas debout. Absolument. Donc ça, je lutte un peu contre... Je comprends. Et c'est pour ça que tu es là, Julien. Oui. C'est pour mettre de la rationalité dans la spiritualité. La vérité scientifique. Voilà. Scientifique, voilà. Mais pour autant compatible avec une vision de la conscience qui sous-tend toute la création. Parce que c'est ça mon propos, moi. C'est de considérer qu'il y a une conscience qui sous-tend la création. Ça ne s'oppose pas à ce que tu dis. Non. Il y a une intelligence derrière tout ça. La nôtre. Mais voilà, donc si vous entendez cette théorie que... Les baleines et les dauphins viennent des étoiles à neutrons et sont transformés en humains. Si vous avez vu cette émission, vous saurez que c'est un conte. C'est impossible. Ouais. Et je termine ma comparaison des étoiles à neutrons. Une sphère de 150 mètres de rayon pèserait autant que la Terre. Ok. Donc, on dire toute la masse de la Terre dans 150 mètres de rayon. Donc c'est hyper dense. Oui. Hyper dense et massif. Et si vous vous rappelez le rayon de Schwarzschild d'un trou noir, il est de l'ordre de... Non, je ne sais plus, mais il est inférieur encore à ça. Oui, mais tu avais dit que c'était très dense. Parce que c'est encore plus dense. Très dense et très massif. C'est quelques mètres, il me semble. Alors, cette étoile à neutrons peut éventuellement... Oui, tu avais dit, c'était 1,50 m, je crois bien. Oui, c'était tout petit, tout petit. Donc, c'est plus petit que ce rayon parce que c'est plus compact. Si cette étoile à neutrons tourne rapidement sur elle-même, autour d'un axe, et si elle possède un puissant champ magnétique, en général, il y a beaucoup de champs magnétiques. C'est pas du tout un objet inerte. Il y a des forces et des champs magnétiques qui sont vraiment très forts. Et si on est sur le chemin balayé par le faisceau, par ce faisceau magnétique, c'est pas très bon, le faisceau de radiation émise par le champ magnétique en mouvement, comme un phare, si vous êtes sur le trajet du phare, alors on peut voir l'étoile à neutrons. C'est ce qu'on appelle un pulsar. Ah, c'est ça, un pulsar. Pulsar pour pulsating star.
Ah, c'est une contraction, Oui, c'est un pulsar. ovalisme. D'accord, Donc d'accord. c'est l'effet un peu comme un phare. OK. Ah oui, c'est ça qui tourne, comme ça, la lumière qui tourne. Tu as mis l'image de L'image du comparaison. phare. Si vous êtes voilà et vous avez une certaine fréquence. Le signal est périodique, Et ça, c'est visible revient. depuis la Terre? Oui, mais c'est plutôt des rayons X que des, Ah oui, donc c'est pas parce visible, que de telles énergies, c'est pas de la lumière visible. ouais, De OK. telle densité, de telles énergies Ouais, qu'on est sur des rayons X. d'accord. Donc des photons beaucoup plus énergétiques. OK. Les trous noirs, on en a déjà parlé dans l'émission sur la relativité générale. Oui, Des objets si compacts que leur champ gravitationnel empêche toute matière ou rayonnement de s'échapper. oui, ça j'ai bien compris, c'est un ogre en fait, hein, ça Oui, absorbe ça tout. absorbe tout. Ouais. Et ça renvoie rien. À part un infime rayonnement de Hawking, Ah! le rayonnement qu'on a vu en mécanique quantique, Oui, en c'est ça, physique, c'est ça. dans les phénomènes quantiques numéro 1. OK. Donc un trou noir ne peut ni émettre ni diffuser de la lumière, Ouais. c'est donc noir, optiquement invisible. Ouais. On ne voit pas un trou noir, on voit ce qui est autour, on voit ses effets. C'est ce qu'on appelle l'observation indirecte. On a ce qu'on appelle des disques d'accrétion. Disques d'accrétion, c'est si une étoile, sur sa séquence principale, est à proximité d'un trou noir, le trou noir va aspirer petit à petit sa matière. Oui. Et l'étoile va être absorbée petit à petit. Et au fur et à mesure que la matière arrive autour du trou noir, elle va accélérer. Quand elle arrive dans la cuvette de potentiel Oui. du trou noir, elle va accélérer, elle va se mettre à rayonner. C'est ce qu'on appelle un disque d'accrétion. La photo en haut à droite. D'accord, donc C'est c'est ce qu'on cette matière voit. qui va être absorbée par le trou noir. Et qui va émettre, Ouais, au moment où elle sombre, des quantités d'énergie très importantes. d'accord. Ce qu'on appelle des disques d'accrétion. On voit bien le trou noir au milieu du Oui. disque d'accrétion. On ne Ouais. voit pas le trou noir, on voit juste ce qu'il y a autour. OK. Ouais, comme on voit pas la pensée, mais on voit les effets de la pensée. Pareil. Et la croix d'Einstein, dont on a déjà parlé en relativité générale, c'est-à-dire que la courbure du trajet lumineux par un objet très massif entre cet objet et nous Oui. va entraîner l'apparition, la multiplication de la figure. Je vous renvoie plutôt à l'émission sur la relativité générale. Oui. Ça, ce sont les effets qu'on voit des trous noirs. On ne voit pas les trous noirs, on voit leurs effets. Bien sûr. Oui. Notamment Comme on ne voit pas la l'accrétion. pensée, mais on voit les effets de la pensée. Moi, je peux concevoir ça. D'accord. Mais bon, ça n'a rien à voir. Je ne dis pas que la pensée est un trou noir. Encore que, il faudrait voir. Non, et on a ce qu'on appelle les quasars. Ah non, les quasars, qui attention. aussi... Oui, c'est pas un peuple. Ce sont pas les mêmes noms. Ah. Là, c'est aussi une espèce d'acronyme. C'est un trou noir supermassif, tel qu'il y en a au centre des galaxies. On a vu que ça pouvait être de l'ordre de 1 milliard de masses solaires, qui est entouré par une zone extrêmement lumineuse. Quasar, c'est un des phénomènes les plus énergétiques de l'univers. D'accord. Donc, ce sont des trous noirs d'à peu près 1 milliard de masses solaires qui peuvent dévorer 10 à 1000 fois la masse du Soleil par an. Aïe, aïe, aïe. Donc, il y a 10 ou 100 soleils qui sont absorbés chaque année. Mais ça ne met pas l'équilibre de l'univers en danger, en Non, fait. parce qu'on est sur l'infiniment grand pour le coup. Quand même. On est vraiment sur des échelles. Donc, en fait, ça se régule de soi-même, tout ça. C'est juste qu'il va falloir un temps énorme pour que l'attraction arrive jusqu'à nous et qu'on soit absorbé. Oui, pour nous, mais je dirais, parce que là, c'est vu de chez nous, d'accord, mais dans l'univers lui-même, ça ne met rien en déséquilibre, parce que comme on est quand même dans un système, après tout, on pourrait se dire, si à l'autre bout là, du cosmos, ça se met en déséquilibre, ça pourrait peut-être nous toucher un jour ou l'autre, même si on n'en est pas directement impacté. C'est pas une crainte des physiciens que ce qui se passe dans les trous noirs lointains nous impacte. D'accord, ok. Après, on ne sait pas ce qui se passe dans un trou noir, on n'a pas encore la théorie pour expliquer. Donc, on ne sait pas est-ce qu'il y a une fontaine blanche derrière, ce serait intéressant d'aller capter l'information d'un trou noir. Je te laisse faire. Et par exemple, on a un exemple, voilà, une référence qui n'est pas très poétique. C'est un des phénomènes J1342, qui est un des phénomènes les plus énergétiques qu'on ait pu voir. Visiblement, c'est un trou noir de près de 1 milliard de masses solaires. Ça, c'est le nom d'un trou noir, ULAS oui, J1342. C'est le nom d'un système, oui. C'est le nom d'un quasar, et visiblement, on a un trou noir au milieu qui a une luminosité de près de 1 million de milliards de fois celle du Soleil. D'accord. Parce qu'il absorbe peut-être 10, 100, 1000 soleils par an. Donc, cette matière rayonne avant de tomber dans le trou noir, et c'est ce qu'on voit. D'accord. C'est effectivement le halo lumineux qui est autour du trou noir et de cette intensité-là. Voilà. Incroyable. C'est un des phénomènes les plus puissants qu'on ait pu observer dans l'univers. Ah oui, je comprends. Les quasars. Ah je comprends. D'accord. Eh bien oui, effectivement, ça c'est logique. Le trou noir attire à lui tout ce qu'il va pouvoir manger, notamment des soleils, de la lumière, des choses comme ça. Et après... Mais disons que le repas ne se fait pas sans
sans bruit, sans émission de lumière. C'est-à-dire que ça chauffe énormément. Ouais. Quand la matière est accélérée pour tomber dans le trou noir, elle rayonne. Ouais. C'est dingue, hein, tout ce qui se passe quand même dans l'univers. Hein. Oui. C'est sans arrêt en action, hein, tout ça. C'est un domaine très très vaste. Ouais, ouais. Pour résumer, le cycle de vie d'une étoile qui va prolonger un peu ce qu'on a vu sur le Soleil. Donc en haut, si on est entre 1/10 et 10 masses solaires, on a une étoile qui est comparable au Soleil. Alors on commence donc une séquence principale tout en haut. On commence tout en haut, d'accord. Ouais. Qui va passer par une phase de géante rouge, puis par une nébuleuse planétaire, donc l'expulsion des couches extérieures, avec une naine blanche au milieu, qui va devenir une naine noire. Ok. Si on est plus massif, on va prendre la direction d'en bas, avec une séquence principale aussi, qui va aller plus vite, qui sera peut-être éventuellement plus énergétique, donc avec une température plus élevée et une lumière plus bleue. Une phase, là cette fois, de super géante rouge. À mesure que les couches à l'intérieur fusionnent à des températures de plus en plus élevées, ça fait une augmentation de la taille et de la température extérieure de la super géante rouge, et qui finit en supernova à partir du moment où on a fait la fusion pour aller jusqu'au fer, qui est l'élément plus stable. Plus de pression qui contrebalance l'énergie gravitationnelle, elle finit par gagner, le noyau de fer s'effondre sur lui-même, il y a un rebond, donc ça c'est un phénomène très violent, le noyau de fer s'effondre sur lui-même, et il y a un rebond qui va expulser les couches extérieures très violemment sous forme de supernova. Et ce qui va rester de l'effondrement du cœur du fer, c'est une étoile à neutrons si l'étoile initiale était moins de 25 masses solaires, ou c'est un trou noir si l'étoile initiale avait plus de 25 masses solaires de masse. Et donc, l'étoile à neutrons est trop lourde, la répulsion nucléaire entre les neutrons n'est pas assez forte pour empêcher de s'effondrer sur lui-même. Et on a le phénomène de trou noir. Qui, lui, va absorber tout ce qui passe autour de lui. On va dire ça comme ça. C'est ça. Voilà le résumé, tout ce qu'on vient de voir pendant l'émission. Ok. Et Mendeleïev. Oui, le tableau de Mendeleïev un peu revisité, ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Donc synthèse des noyaux. Comment sont créés les noyaux? Si on s'arrête à la fusion nucléaire, on voit que la courbe d'Aston, la stabilité nucléaire, nous dit qu'on n'irait pas plus loin que le fer. Mais on a bien constaté, le fer est ici 26. Après, c'est le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc, etc. Il y en a beaucoup plus, ça va jusqu'à 103 tout en bas. Alors en bas, en marron, 103, ils sont artificiels, ils sont créés artificiellement, ils ont des durées de vie très faibles. Mais sinon, les autres sont radioactifs, mais ont quand même des durées de vie, le plutonium, le neptunium, l'uranium, etc., tout en bas, ne sont pas créés artificiellement. Ils sont à l'état naturel. Ils existent à l'état naturel, même s'ils peuvent être radioactifs et se décomposer. Et on voit que les violets sont créés dans des fusions d'étoiles à neutrons. D'accord. Donc, ce qu'on trouve sur la Terre, c'est le produit de ce qui s'est... Oui, ce qui a créé à faire la Terre et l'être humain, ce sont les résidus d'explosion d'étoiles. Tu veux dire qu'on est un déchet de... Nous sommes de la poussière d'étoiles. J'emprunte le terme à Hubert Reeves. Oui, bien sûr. Plutôt que dire déchets. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. D'accord. Résidus quand même d'activité solaire. Les éléments qui nous composent et qui composent la Terre ont été créés. Vous avez un peu toute la liste. Lors du Big Bang, on avait de l'hydrogène et de l'hélium, peut-être un peu de lithium, mais après on a en vert, fin d'étoile peu massive, on a les éléments créés. On voit que ça peut s'arrêter. Ah bah c'est super, je comprends ton tableau. On voit que ça peut s'arrêter. Tu as un code couleur là, c'est-à-dire... Alors c'est pas le mien, mais oui. Okay. Explosion d'étoiles massives en jaune, on voit qu'on peut aller... Les éléments qui ont été créés lors de l'explosion d'étoiles massives. D'accord. Et après, les étoiles massives peuvent finir en étoiles à neutrons, et les étoiles à neutrons peuvent même fusionner entre elles. Ce qu'on appelle des coalescences binaires, on en a parlé pour la relativité générale. Donc, deux étoiles à neutrons fusionnent ensemble, donc encore une explosion cataclysmique, et ça peut créer des nouveaux noyaux qui sont en violet. D'accord. Sinon, si on était resté au Big Bang, on aurait de l'hydrogène, de l'hélium, un petit peu de lithium. Mais on n'aurait pas le carbone qui est indispensable à la vie. Ah ben qui est quand même, on a une émission entière sur le carbone. La 6e. Ouais, exactement. D'où le terme qu'Hubert Reeves a consacré poussière d'étoiles. Ok. Nous sommes des poussières d'étoiles. Donc les résidus de la nucléosynthèse.
Oui. Alors, la nucléosynthèse est le processus par lequel tous ces noyaux ont été créés. C'est ça, se créent ces fameuses poussières d'étoiles. Donc nous sommes les résidus de l'activité stellaire, qu'elle soit la fusion, l'explosion ou la fusion d'étoiles à neutrons à la fin. L'explosion de naines blanches aussi. C'est là où l'échelle du temps est quand même absolument incroyable, parce que si ça se produisait à l'échelon d'une vie humaine, ce serait assez impressionnant, tandis que là, on est sur une tellement longue durée qu'on se rend compte de rien, en fait. On arrive, on repart, on arrivait, on repartait, et bon, il ne se passait rien, en fait, pour nous. C'est rien. Non. Mais en même temps, toutes ces réactions, elles ont aussi lieu dans le corps, pratiquement. Pas tout à fait de la même manière, mais il y a une analogie entre ce qui se passe. Il y a un équilibre apparent, alors que quand on regarde au niveau microscopique, ça s'agite beaucoup. Oui, c'est ça, c'est ça. Le Soleil a l'air d'être en équilibre, mais il y a une consommation petit à petit de la matière. Mais dans le corps, c'est un peu la même chose. Dans le corps, il y a aussi effectivement plein de réactions dont on n'est pas conscient et qui sont là quand même. Pour aller vers un équilibre d'homéostasie. Ouais, c'est ça. Et là, un équilibre entre la gravitation et la pression de radiation. Exactement. Pression de rayonnement. Ok. Nous y sommes. Ça y est. Ouais, génial. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je pense que c'est un domaine assez fascinant qui fait appel à beaucoup de notions, toute l'observation des phénomènes astronomiques, et qui après est expliquée par toute la physique nucléaire elle-même, qui découle de la mécanique quantique notamment. Ok. C'est le domaine de l'astrophysique qui fait appel à beaucoup de domaines de la physique. En tout cas, je ne sais pas quel est l'impact de ce que nous avons dit tous les deux aujourd'hui, où nous enregistrons cette émission le 19 janvier, mais nous avons été perturbés au cours de l'émission. Il y a eu deux arrêts, alors que normalement, moi je fais des directs tous les jours sans jamais être arrêtée, et j'observe qu'au moment où nous nous sommes intéressés à la vie, la mort et la postérité d'une étoile, nous avons été perturbés. Interrompu à 2 reprises, ce qui normalement devra faire l'objet d'un petit montage pour cette émission. Mais c'est intéressant. Voilà. La prochaine fois, on parle de quoi, Julien ? Pas encore décidé. C'est pas encore décidé. Bon, c'est génial. Suspense, les amis. À bientôt. À bientôt. Merci, Julien. Merci énormément de tout ce que tu nous apportes. Merci.